là, sur cette dernière partie, mais il est encore temps. Quelques-unes quand même. Là, il y en a quelques-unes qui viennent de s'afficher là sur le chat. Par rapport à ce que vient de présenter Olivier, je pense que certains sont surpris de la capacité à mettre en équation une vache, voire toute sa carrière. Et du coup, ça pose la question, est-ce que ça peut remplacer les essais sur animaux? Et puis, on peut se demander finalement, est-ce que ça peut permettre de simuler à long terme une sélection divergente, par exemple sur l'efficience des vaches laitières? Oui, alors je vois une perspective pour se passer demain des essais in vivo. Alors, dans un modèle, on ne met que ce qu'on sait. Voilà, si on a des éléments de connaissance, on peut les intégrer dans le modèle. Après, là où le modèle va pouvoir, enfin un simulateur va pouvoir être intéressant, c'est quand il va nous permettre de voir les conséquences de phénomènes élémentaires, par exemple ce qui se passe au niveau de la reproduction, le niveau de mortalité embryonnaire, sur la propagation de simulations sur du long terme. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau que va apporter le modèle, c'est de combiner des éléments de connaissance élémentaires pour nous apporter une quantification des éléments de réponse. En revanche, faire des essais in vivo, c'est quand on a une question précise et qu'on a un trou de connaissance et qu'on veut remplir la connaissance. Donc, pour moi, il y a des compromis à trouver. Le modèle, les simulateurs peuvent permettre d'identifier des trous de connaissances qui vont justifier de l'expérimentation in vivo, mais en aucun cas, un modèle ne peut... Enfin, l'idée que demain, on utiliserait des modèles et que ce modèle serait le filtre unique pour observer la biologie, ça me paraît pas être une, une option crédible. En tout cas, aujourd'hui. Alors, si dans 50 ans, on a des modèles qui non seulement permettent de faire des simulations, mais ont des capacités de prédiction très précises, avec une représentation de mécanismes physiologiques sous-jacents très très fins, et que ces modèles deviennent des copies conformes de la réalité, là, on pourrait imaginer de pouvoir les utiliser pour observer le vivant, mais si on a déjà tout compris du vivant, on n'aura plus besoin de modèles. Et donc, il y a une question un peu sur le même sujet. Finalement, quelqu'un demande si on prenait ta démarche à contresens, si on peut dire, si on simule différents scénarios, est-ce que finalement, ça ne permettrait pas, en remontant la chaîne de pièces élémentaires, de définir les critères de sélection optimaux ou optimum pour atteindre les scénarios ou le scénario souhaité ou le plus pertinent, on va dire? Alors oui, je pense que c'est une piste. Le simulateur, c'est vraiment un outil pour réfléchir. Donc un outil pour réfléchir à la conduite d'élevage, pour essayer de concevoir des solutions, pourquoi pas pour la sélection également. J'ai eu la chance dans le cadre du projet des filets de pouvoir interagir avec des généticiens et je souhaite qu'on puisse continuer à travailler ensemble et à discuter ensemble parce que c'est extrêmement intéressant de mettre cet outil de modélisation et le simulateur comme un espèce de médium qui nous permet d'échanger concrètement. Donc oui, la réponse est oui. Moi, je suis ouvert à l'idée que ce modèle ne soit pas simplement, enfin, qu'il y ait une utilité, quoi, une utilité pour la recherche et pour le terrain. Ok. Peut-être une question pour Nicolas, peut-être un peu plus générale sur les notions de résilience et d'efficience. C'est vrai on voit germer, c'est plus nouveau maintenant, mais beaucoup de notions, l'efficience, la résilience. Tu as parlé aussi de la robustesse. Pour toi, quelle est finalement peut-être la meilleure entrée? Est-ce qu'il vaut mieux avoir une entrée résilience plutôt qu'efficience? Est-ce qu'on doit mener les deux de front? Est-ce qu'il y en a une qui est plutôt en second plan de l'autre? S'il y avait une hiérarchie à faire, faut-il en faire une? Et s'il y en a une, laquelle? Alors, je dirais qu'il faut faire avancer les deux de front. Il faut surtout ne pas dégrader la résilience ou la robustesse par une poursuite trop focalisée sur une efficience court terme. Donc ça, ce serait la première chose. Et si on veut avoir une efficience, ce que j'appelle l'efficience durable, il faut effectivement faire avancer à la fois la résilience et l'efficience, mais en commun. Ce qui m'a étonné, c'est quand on a commencé tout ça, c'est que moi je pensais qu'on aurait beaucoup plus de facilité à mesurer l'efficience et avoir une méthodologie derrière.
que la résilience. Et finalement, ça s'avère peut-être être l'inverse. C'est-à-dire, on commence à sortir des proxys de résilience qui me semblent vraiment faciles à mettre en œuvre sur des données issues de fermes en dehors des centres de recherche. Avec une petite apparenté. On peut faire ça en temps réel, c'est-à-dire les méthodes de capter la résilience peuvent être en temps réel et pas seulement historique, sur des données historiques. Par contre, pour l'efficience, les mesures sont quand même délicates. Ça demande une précision énorme. Même s'il y a des technologies qui s'adaptent, je trouve qu'on est peut-être un peu moins avancé sur le déroulement de l'efficience sur le territoire, on va dire commercial, que la résilience. Donc, il faut que les deux avancent ensemble, il me semble. Mais certes, la question de la résilience, je pense, elle est plus facilement abordable via les technologies et les méthodes d'interprétation aujourd'hui. En complément de ta réponse, là aussi, on t'a entendu dans ta présentation beaucoup évoquer finalement la longévité, ça a été le cas dans d'autres présentations, et la notion de pas de temps, de court terme, moyen terme, long terme. Est-ce que finalement l'enjeu il est pas là aussi sur la capacité à faire durer des animaux dans le temps pour diluer certaines étapes de la vie de l'animal ou certains coûts? Alors, certainement, ça c'est un but, mais ça revient sur la perspective de modélisation. Est-ce que réellement, à l'échelle du troupeau, favoriser des animaux qui perdurent, c'est la meilleure stratégie? Dans certains environnements, peut-être oui, dans certains d'autres, peut-être moins. Ça, c'est des questions que Philippe a abordées au début, qu'Olivier a brassées à la fin. Si on veut vraiment mettre en place des profils démographiques et optimiser les troupeaux, je pense qu'il faudra passer un peu par voir ce que ça fait au niveau de l'efficience du troupeau, voir les territoires et partir de là. Je pense pas qu'il y ait une solution qui fera pour tout le monde. Ok, puis il y a une dernière remarque là, après on n'aura plus de questions sur justement les notions d'échelle. Là, on s'est focalisé et c'était l'objet de ces travaux sur des notions vraiment centrées sur l'animal. Et une remarque disant qu'il faut aussi se regarder à l'échelle du troupeau, voire de l'exploitation, voire de la zone géographique. Et je crois que c'est un peu ce que Philippe a aussi évoqué dans son introduction. Donc, plus de questions sur le chat pour cette session.